Si tu as beaucoup de mal à supporter la solitude, si dès que tu es seul, tu te retrouves à appeler des personnes ou à être sur les écrans pour surtout pas ressentir la solitude, que tu as peut-être beaucoup de mal à être célibataire, que tu passes ton temps à essayer d'occuper ton temps, voir des amis, être tout le temps occupé par des interactions sociales, cette vidéo est vraiment pour toi. Parfois, quand on a du mal à supporter la solitude, on a l'impression que le problème, c'est qu'on est trop dépendant des autres. Alors qu'à un certain niveau, c'est pas du tout ça qui se passe. Souvent, c'est parce que la solitude, ça a été associé à quelque chose de tellement dangereux et douloureux qu'on essaie de l'éviter à tout prix, même au point de se mettre dans des relations qui ne nous conviennent pas, même au point de développer de la dépendance affective et à être mieux mal accompagné que seul. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer comment ce processus commence et comment t'en libérer. Je suis psychologue depuis 10 ans et j'accompagne énormément de personnes qui ont ces problématiques de difficulté avec la solitude et de dépendance affective. Et moi-même, c'est un problème que j'ai beaucoup eu dans ma vie. Et aujourd'hui, j'apprécie réellement la solitude, j'apprécie réellement les moments où je suis avec moi-même. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te montrer le parcours que toi aussi tu peux faire pour apprécier enfin d'être seul et avoir des relations plus épanouissantes avec moins de dépendance et encore plus de liens positifs. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est à quel point les êtres humains ont besoin de liens et un besoin absolument vital, et spécifiquement quand on est tout petit. Il faut bien voir que pour le tout petit bébé, on est totalement en tant qu'être humain qui vient naître dépendant pour notre survie des personnes qui s'occupent de nous. Et que dans ce contexte-là, la solitude, c'est signe d'énormes dangers, voire de mort. Et donc un enfant qui se retrouve à être trop souvent seul, eh bien, il se sent impuissant, désespéré, il peut pas se sortir tout seul de cette situation. Et donc, il va construire une relation à la solitude qui va être empreinte de beaucoup de sensations de danger. Et en fait, bien sûr, quand on crée quelque chose, une empreinte, une situation de douleur, une blessure dans notre enfance, tant que c'est pas quelque chose qui va être guéri, quelque chose qu'on va pouvoir regarder, voir et rencontrer avec empathie par la suite, c'est quelque chose qui va rester dans notre vie. Et donc, les choses qui ont été des dangers, surtout à des moments précoces de notre vie, vont continuer à provoquer dans notre corps, dans notre système nerveux, dans notre cerveau, une réaction de attention, danger. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que dans notre société occidentale, la solitude des enfants, c'est la norme. On se retrouve dans nos sociétés, ce qui est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité, avec des méthodes de parentage, de maternage, où on laisse très tôt l'enfant seul, particulièrement la nuit, mais pas que, dans un espace, dans sa chambre. Et ça arrive parfois dès la naissance, parfois à quelques mois de vie. Et en fait, c'est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité que des enfants soient laissés aussitôt dans une chambre seule. Si ça a été ton cas, cette vidéo ça va t'intéresser, mais si tu as aussi fait ça en tant que parent, on fait tous du mieux qu'on peut. C'est les conseils qui nous sont donnés souvent en tant que parents, de laisser notre enfant seul rapidement, que notre enfant ait sa propre chambre rapidement, parfois même de le laisser pleurer. Et parfois, on se retrouve dans des situations tellement compliquées que pour que chacun ait son sommeil, on fait bien comme on peut. Et parfois, ça veut dire laisser l'enfant avoir sa chambre particulièrement tôt. Et on fait bien comme on peut. Là, je suis pas en train de culpabiliser les parents qui mettent rapidement l'enfant dans leur chambre seul, parce que en fait, c'est tellement une norme sociétale acceptée par tous que on fait bien comme on peut en fait. Mais par contre, là, je veux te parler des conséquences que ça a. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que l'enfant, déjà, il a été 9 mois dans le ventre de sa mère, où il était constamment en contact avec les bruits, avec le corps de sa mère, avec le battement du cœur de sa mère. Tout ça, quand ça se passe bien, c'est très rassurant en fait. Et un enfant, ensuite, il a besoin de la présence rassurante et chaleureuse de ses parents. Et c'est pour ça que dans la plupart des cultures humaines, l'enfant, il est porté très près du corps des parents pendant les premiers mois de vie, voire pendant la première année, en fait. Un enfant, il a besoin de ça. Et c'est très rare aussi dans l'histoire de l'humanité de dormir seul dans une chambre, même pour un adulte. La plupart des humains, ils dorment à plusieurs dans des espaces. Et c'est souvent très rassurant, en fait, pour un être humain
d'entendre la respiration d'un autre être humain, d'entendre les mouvements. C'est quelque chose qui fait que, voilà, on n'est pas seul et historiquement, si on n'est pas seul, ça veut dire qu'on peut se protéger mutuellement, ça veut dire qu'on n'est pas en danger, ça veut dire que s'il y a un danger qui arrive, on n'est pas seul pour s'en protéger, donc c'est rassurant pour notre système nerveux. Bien sûr, il y a des personnes qui ont associé la présence d'autres êtres humains à du danger, parce que quand on grandit avec des personnes qui sont dangereuses pour nous, physiquement ou émotionnellement, bien sûr, être seul dans une chambre, c'est rassurant, parce qu'en fait, comme on associe les personnes qui s'occupent de nous à du danger, être sans ces personnes-là, c'est la situation en fait la plus sécurisante. Ça, c'est encore une autre situation, mais c'est en lien bien sûr avec tout ce que je dis. Et donc, la solitude, ça peut être perçu comme un danger vraiment à un niveau très corporel. Et il faut bien voir que ce qui se passe avant l'arrivée des premiers souvenirs, donc le 0-3 ans à peu près, parfois on a des souvenirs plus tard, mais on est capable d'avoir des souvenirs à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Bien sûr, ça va pas nous laisser un souvenir, mais par contre, ça va laisser une trace corporelle très forte. On peut avoir une trace corporelle très forte de moments de solitude, de moments de désespoir, parce qu'un enfant qui est laissé seul, en fait, un enfant au tout début de sa vie, il a pas de notion du temps, il a pas de notion de c'est pas grave, papa, maman, au bout d'un moment, on va venir me chercher, et cetera. Un enfant, quand il est tout bébé, se rend pas compte que s'il pleure, en fait, un jour, il y a quelqu'un qui va venir. 10 secondes et 10 minutes, en fait, c'est maintenant. C'est un temps infini pour un tout petit. Et donc, du coup, quand, à un moment donné, il n'y a pas la présence rassurante et chaleureuse du parent ou d'un adulte de confiance, il y a ce moment, plus ou moins long, de désespoir, de solitude, de détresse très forte. Et la solitude, c'est aussi, pour beaucoup d'entre nous, une expérience de solitude émotionnelle. Ça peut être une solitude réelle de sentiment de vide, de sentiment de voilà, je suis en danger parce que je suis vraiment seule physiquement, mais ça peut aussi être le sentiment de se sentir seul avec nos émotions, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu des parents qui à tout moment étaient capables de nous comprendre, de nous rejoindre dans ce qu'on ressentait, de nous renvoyer en miroir: «Ah oui, je vois que tu ressens de la tristesse, je vois que tu ressens de la colère, je suis là, c'est OK, je suis avec toi, tu n'es pas seul avec cette émotion difficile». Beaucoup d'entre nous, ce qu'on a vécu, c'est quand on avait des émotions, des parents qui n'ont pas la capacité de venir nous rencontrer et d'être là avec nous avec cette émotion, et donc de se sentir incompris, de se sentir rejeté, de se sentir seul. Soit des parents qui vont ne même pas voir cette émotion, être dans une forme d'indifférence, ou des parents qui vont même dire qu'on ne devrait pas avoir cette émotion et qui vont réagir par le rejet, par la colère, voire par la violence quand on a des émotions. Donc on peut avoir cette solitude émotionnelle, où en fait on se sent vraiment seul avec notre vécu. Et ça, c'est une sensation très, très, très forte aussi que beaucoup d'entre nous ont vécu. Donc la blessure originelle de la solitude, c'est à la fois cette solitude physique de danger et ce sentiment de pas être rejoint dans ce qu'on vit, de se sentir seul avec notre expérience, notre vécu difficile. Et en fait, cette solitude émotionnelle, une autre manière dont on peut la désigner, c'est la carence de lien. C'est-à-dire le fait d'avoir manqué de liens chaleureux, d'avoir manqué de présence empathique, d'avoir manqué d'écoute, d'avoir manqué de ce truc d'être en lien, d'être de manière, joyeuse ou de manière chaleureuse en tout cas. Et ça, c'est un besoin fondamental de tous les êtres humains. Et quand on a manqué de ça, on a créé une solitude intérieure très, très, très forte. Et c'est aussi le lien, c'est un lien authentique, c'est-à-dire de sentir qu'on peut être nous-mêmes en présence d'un adulte ou d'un autre de confiance et qu'on va être accepté et reçu comme on est. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc du coup, quand il y a cette carence de lien authentique, chaleureux, où on est vraiment accepté comme on est, on va avoir cette expérience de la solitude qui va être très forte. Et ça peut être carence de lien avec nos parents, mais aussi carence de liens sociaux. Il y a beaucoup d'entre nous, on va pas avoir suffisamment de liens avec des enfants de notre âge, avec différents adultes, ou en tout cas des liens qui seront pas authentiques, des liens qui seront pas dans quelque chose où on peut vraiment être nous-mêmes. Et donc quand on a vécu ces expériences de carence de liens, on va être dans un besoin de lien extrêmement fort. Parce qu'il y a une partie de nous qui avait besoin d'être remplie. En fait, tous les besoins qui sont pas remplis quand on est enfant, ils laissent une forme de vide qui a besoin d'être rempli. On va chercher à remplir ça dans tout le reste de notre vie.
Et c'est quelque chose qu'on peut remplir, hein, quelque chose qu'on peut par la suite, mais quelque chose où en fait, c'est aussi des parties de nous très, très, très précoces qui ont besoin qu'on les aide à remplir ces besoins-là. Et parfois, quand on reçoit ça dans notre vie adulte, ça va nous faire du bien, mais c'est que quand on va pouvoir reconnaître la souffrance qu'on a vécue et les parties de nous enfants qui n'ont pas pu rentrer en lien de manière chaleureuse, et qu'on va donner ça à ces parties de nous-là, qu'on va pouvoir vraiment se sentir rempli et combler cette carence. Mais du coup, quand on a été dans cette carence de lien, il y a différentes manières de réagir. Une première manière de réagir, c'est de se dire, bah en fait, comme les adultes autour de moi sont pas capables de me donner du lien, quand c'est pas possible d'avoir du lien, mais en fait, je vais même pas essayer. J'ai toujours été déçue, j'ai jamais pu être en lien, j'ai jamais connu ça, donc je vais rester dans une forme d'évitement de la relation parce que si j'espère avoir du lien et j'en ai pas et je me fais encore rejeter, eh bien ce sera encore plus douloureux. Donc je vais me protéger du lien. Et donc ça, c'est une partie des personnes qui vont faire ça. Mais il y a aussi des personnes qui ont eu souvent un lien ponctuellement, c'est-à-dire souvent il y avait une carence de lien, mais à certains moments on pouvait rentrer en lien avec des parents qui pouvaient être imprévisibles, pas très fiables, qui parfois allaient bien et du coup ils étaient en lien, puis parfois allaient moins bien et du coup ils étaient plus distants. Et donc du coup, souvent ces personnes-là qui ont eu des parents comme ça, ils vont au contraire devenir dépendants. Ils vont se dire: «Mais en fait, je sais que c'est possible d'avoir du lien puisque je l'ai eu à certains moments, mais pour autant, j'ai quand même une carence, ça m'a manqué, donc je vais m'accrocher au lien, aller très, très, très fort vers les personnes qui vont pouvoir me donner du lien». Et c'est ça qui va provoquer tout ce qui est les dynamiques de dépendance affective. Et si tu connais, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Là, les 2 profils que j'ai décrits, c'est ce qu'on appelle 2 styles d'attachement différents. C'est les 2 grands styles d'attachement. Il y en a encore 2 autres qui sont les styles d'attachement sécure et désorganisé. Et là, les 2 styles d'attachement que j'ai décrits, c'est d'abord le style évitant, puis le style d'attachement anxieux, qui est celui de la dépendance affective. Et en fait, quand on est et les 2 sont en carence de lien, mais il y en a un qui va rejeter le lien de peur d'être déçu et l'autre qui va absolument rechercher le lien à tout prix pour se remplir parce qu'il sent qu'il en a jamais assez, en fait. Et quand on est dans cette recherche du lien un peu frénétique, eh bien, on va être dans quelque chose de l'ordre de la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est presque comme une addiction. C'est-à-dire qu'on va tout le temps, comme ça nous a tellement manqué, être en train de le rechercher à tout prix et on en a tellement besoin que on va préférer être dans un lien qui ne nous convient pas qu'être seul. Et donc, ça ouvre la porte à un certain nombre de relations toxiques ou qui nous conviennent pas, parce qu'en fait, nos standards sont pas suffisamment hauts pour nous protéger nous-mêmes. Parce qu'en fait, on préfère être en relation, même qui nous convient pas, que dire non, 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 je vais me protéger et j'ouvre la porte que quand la relation est bonne pour moi et qu'elle me convient. Et donc, on va finir par accepter des choses qui nous conviennent pas, juste pour éviter d'être seul. Et c'est ça, souvent, ce que donne la dépendance affective. La dépendance affective, c'est cette difficulté à être seul, parce qu'on a tellement, tellement, tellement besoin de liens, et que si on se sentait seul, si on était seul, si on était vraiment en contact avec notre solitude, eh bien on sentirait le vide, le danger, l'angoisse, la souffrance, la détresse qu'on a ressentie quand on était enfant, et ce serait réactivé. Ou bien le fait de pas être compris, de pas être bien comme on est, de pas être acceptable comme on est, d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Et donc du coup, la relation, la dépendance à la relation, elle est là pour faire tampon avec toutes ces choses qu'on ne veut pas ressentir. Et d'ailleurs, souvent, quand on est dans ces dynamiques-là de dépendance émotionnelle, on peut aussi développer de la dépendance par rapport à d'autres choses. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans la possibilité de voir la personne dont on est dépendant émotionnel pour gérer notre solitude, eh bien, on va avoir d'autres comportements qui vont nous permettre de ne pas être en lien avec la sensation d'être seul et avec tout ce qu'il y a derrière qui est réactivé par la situation de solitude. En fait, la situation de solitude, c'est vraiment le déclencheur dans le présent qui va redéclencher tout notre vécu de solitude extrêmement difficile de nos années d'enfance. Et donc du coup, pour pas être en lien avec tous ces vécus difficiles, eh ben, on peut développer typiquement des addictions vers la nourriture pour
justement se remplir, des addictions vers les écrans pour ne pas sentir en fait tout ça, et s'occuper constamment ou être dans une forme d'hyperactivité ou même à d'autres drogues et en fait, de manière générale, les addictions, c'est quelque chose qui va permettre de remplacer la relation. Il y a des spécialistes de l'addiction qui disent que l'inverse de l'addiction, c'est la relation. Et alors l'addiction, c'est un spectre, très grand, mais l'addiction, si tu es dans des dynamiques d'addiction, c'est vraiment quelque chose qui est là aussi pour te protéger. Alors bien sûr que les addictions, elles ont beaucoup de choses, très, 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 difficiles comme conséquences, mais à la base d'une addiction, c'est là pour te protéger, pour ne pas ressentir quelque chose qui est trop dur à ressentir. Une souffrance qui serait trop énorme si tu la ressentais directement. Donc l'addiction, c'est un protecteur. J'ai fait une autre vidéo sur les protecteurs, si tu veux la voir, elle est là, qui explique les différents protecteurs, dont les addictions. Mais du coup, je sais que ça peut être parfois difficile parce que l'addiction, c'est souvent lié à quelque chose où on peut avoir une mauvaise estime de soi, où on se dit qu'on n'a pas cette volonté, qu'on est voilà, qu'on se protège d'une manière qui est pas socialement acceptable aussi, quels que soient les types d'addiction. Mais c'est vraiment quelque chose qui est là pour remplacer la relation. C'est-à-dire que être en lien avec l'objet de l'addiction, en fait, l'objet de l'addiction, au moins, il est là. C'est-à-dire que au moins je contrôle. Au moins la nourriture, c'est moi qui l'achète, c'est moi qui la mets dans mon frigo et je peux décider du moment où je la mets dans mon corps. Au moins les écrans, ils sont tout le temps avec moi et au moins ils sont là et cetera et cetera. C'est quelque chose que je contrôle et c'est quelque chose contrairement à l'autre. Parce que l'autre, on ne le contrôle pas et quand on a vécu une relation très, très sécurisante où l'autre n'était pas là ou pas là de la manière dont on avait besoin pour se sentir reçu, eh bien, l'autre devient dangereux, donc on préfère remplacer, l'autre par une addiction ou bien on va se mettre dans une situation de dépendance émotionnelle et on va à tout prix essayer de contrôler la personne dont on est dépendant pour pouvoir que cette personne, elle soit le plus présente possible. Ou bien on va s'hyper adapter à l'autre dont on est dépendant émotionnel pour que l'autre ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas et cetera. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, ces mécanismes-là, ils vont provoquer le fait que l'autre, va soit être toxique envers nous parce qu'on ne sait pas s'en protéger, soit finalement nous lâcher et nous abandonner parce qu'en tant que personne qui a de la dépendance émotionnelle, on va souvent être difficile à vivre dans des relations parce qu'on est très, très, très accroché à l'autre et plus on est accroché à l'autre, plus l'autre il va se sentir prisonnier de la relation, plus il va se sentir intrusé, plus il va sentir trop de poids sur lui et plus il va, de manière naturelle, avoir envie de mettre de la distance. Et donc du coup, le poids de nos angoisses et de notre peur d'être seul, ça peut faire que l'autre s'éloigne de nous et donc on va quelque part être dans la confirmation de notre schéma de base qui est: «De toute façon, je serai toujours seule, de toute façon, personne ne veut de moi, de toute façon, je suis pas bien comme je suis et l'autre va m'abandonner, je peux pas vraiment m'appuyer sur l'autre et l'autre n'est pas sécure pour moi et je suis en danger dans ma relation à l'autre». Donc comment sortir de tout ça? Déjà, la première chose à voir, c'est que le but, c'est pas de devenir quelqu'un qui n'a besoin de personne. Parce que on est des êtres humains et l'être humain, c'est une espèce qui est interdépendante. Les êtres humains, ils ont besoin les uns des autres pour leur survie et c'est important, bien sûr, d'avoir des amis, d'avoir des personnes sur qui on peut compter, des gens qui sont vraiment fiables et où il y a vraiment des liens authentiques. Et là, c'est pas du tout pour dire, il faut absolument être autonome. Non. Mais par contre, de pouvoir compter sur soi, de pouvoir avoir une relation avec soi-même où on est à l'aise, on est tranquille et du coup où on peut avoir des relations beaucoup plus tranquilles et apaisées avec les autres parce qu'on n'a pas besoin de manière vitale d'une personne, mais on peut rentrer en lien avec les autres de manière beaucoup plus détendue. Ça, c'est un but qui est absolument sain, mais vraiment le fait d'avoir besoin d'autres êtres humains pour être bien, c'est juste normal. Je sais qu'il y a dans notre société un mythe de l'autonomie absolue, de l'indépendance absolue, mais être absolument autonome, c'est pas du tout un signe d'être absolument sain d'esprit et d'être en excellente santé mentale. C'est vraiment l'interdépendance qui est notre norme pour l'espèce humaine. Et on a besoin les uns des autres pour se co-réguler, pour se rassurer mutuellement, pour juste être en lien. Ça nous fait du bien et ça nous permet juste d'être en bonne santé émotionnelle, physique, psychique. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir petit à petit créer une relation
avec nous-mêmes, où on va pouvoir rentrer en relation avec nous-mêmes d'une manière plus tranquille, plus apaisée. Créer des moments de solitude, alors au début ce sera inconfortable, mais comment est-ce que petit à petit on va aller rencontrer vraiment qui on est, qui est là quand on est seul, commencer à regarder nos propres besoins, commencer à rentrer en lien avec nos propres émotions, commencer à rentrer en lien avec ça de manière empathique. C'est-à-dire que souvent quand on n'a pas vécu suffisamment de soutien des autres et de présence à nous-mêmes de manière empathique, qu'on n'a pas suffisamment été rassuré, on va aller chercher à l'extérieur toutes ces choses-là. On va demander aux autres de nous rassurer, d'être là pour nous, de nous valider, de nous dire qu'on est légitime à ressentir ce qu'on ressent, etc. Et commencer à arriver à faire ça pour nous, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de plus en plus d'être en sécurité avec nous-mêmes. Et c'est le fait d'être là pour nous, c'est-à-dire que notre partie plus adulte va pouvoir accueillir nos parties plus vulnérables, ça permet de se sécuriser nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans mon guide gratuit que tu peux trouver en description dans cette vidéo. C'est un guide où j'explique différents exercices qui permettent de rentrer en lien avec soi-même comme ça et qui permettent de commencer ce chemin pour reprendre contact avec soi-même de manière empathique et avec de l'amour et de l'acceptation et de pouvoir commencer à se reposer sur nous. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris petit à petit et de commencer à arrêter de me tourner vers les autres pour aller mieux ou me tourner vers un certain nombre de choses pour pas ressentir les choses, mais de passer des moments avec moi-même où je prévois rien de particulier. Je suis pas en train d'avoir une soirée où je vais forcément regarder des séries, des trucs, des machins et je vais juste passer du temps avec moi-même et apprendre à prendre du plaisir avec moi-même. Dans un premier temps, ça peut être à travers des activités, déjà commencer à retrouver une relation positive avec toi-même. Qu'est-ce que je peux faire avec moi-même qui me fait vraiment plaisir? Et ça peut être tout simplement d'aller se balader dans la nature, ça peut être de faire un certain nombre de choses seul, mais au bout d'un moment, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un espace avec soi-même où on va pouvoir juste être là avec ce qui est là? Juste être là et se demander qu'est-ce qui est là maintenant pour moi? Qu'est-ce qui est là comme émotion, qu'est-ce qui est là comme sensation et comment est-ce que je peux être là pour moi-même comme je serais là pour quelqu'un que j'aime. Et ça, c'est quelque chose où c'est un chemin de pouvoir faire ça pour soi-même et qui est plus ou moins difficile selon où on en est et ce qu'on a vécu. Mais c'est ça, en fait, le travail qui va faire que petit à petit, on va pouvoir vraiment créer quelque chose où on est en sécurité avec nous-mêmes parce que du coup, quand on est avec nous-mêmes, on n'est plus seul. On est avec quelqu'un qui nous aime, qui nous écoute, qui nous reçoit et qui nous rassure et cette personne, c'est nous-mêmes. Et sur cette chaîne, je te donne énormément d'outils pour apprendre à faire ça, justement. Et vraiment, ce chemin-là, c'est le chemin que j'ai vraiment fait personnellement. Moi, pendant des années, mais j'ai pas été célibataire quasi dans ma vie. J'étais tout le temps en train de voir des gens, tout le temps en train de m'occuper, tout le temps dans l'action. Et la solitude, c'est quelque chose qui m'angoissait profondément. Et je m'en rendais même pas compte parce que j'étais tellement dans la fuite perpétuelle que je me rendais même pas compte que la solitude c'était quelque chose. Parce qu'en plus, je faisais plein de choses seule, mais c'était des choses où je m'occupais toujours, en fait. Je me rendais même pas compte que j'étais angoissée par le contact avec moi-même. Mais en même temps, je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait parce que je voyais bien que j'arrivais jamais à être célibataire. J'ai été célibataire peut-être 6 mois entre mes 14 et mes 34 ans et maintenant, en fait. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très, très fort chez moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne et que ces sujets-là de la dépendance affective, c'est un sujet qui me parle aussi fort. C'est parce que j'ai fait vraiment ce chemin vers moi-même, de venir me rencontrer avec empathie et de venir créer un espace de sécurité avec moi-même. Et en fait, maintenant, je suis dans un espace où ces moments avec moi-même, non seulement je les apprécie, mais je me en rends aussi compte que ça m'a manqué. J'ai tellement pas pu, j'avais tellement pas les ressources d'être avec moi-même avant, j'avais pas les capacités parce que ça m'angoissait trop, que du coup, le fait d'être seule, d'être avec moi-même, ça m'a manqué. Et en fait, je me rends compte maintenant que j'ai la capacité de plus en plus, quand des personnes me proposent qu'on se voit, etc., de dire non, parce qu'en fait, j'ai envie de passer du temps avec moi-même. Et je me rends compte que je me suis manquée, que pendant des années, ça m'a manqué, mais que j'avais pas la capacité de le faire. Et donc c'est vraiment tout ce que je te souhaite, d'arriver à ce point-là
où en fait, tu vas pouvoir, te remplir de ta propre présence, parce que tu vas développer quelque chose de tellement nourrissant dans ton rapport à toi-même, que ces moments où tu seras avec toi-même sera tellement associé à quelque chose de positif, parce que tu feras des choses qui seront bonnes pour toi. Parce que dans les moments avec moi-même maintenant, en fait, j'arrive à être particulièrement en lien avec ce qui est bon pour moi, de me sentir alignée, de vraiment ressentir: «OK, de quoi j'ai besoin maintenant?» et ça me permet vraiment de rentrer en lien d'une manière très profonde avec moi-même, où pour l'instant, quand il y a d'autres personnes, c'est plus difficile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé et t'aidera vraiment à comprendre comment sortir de la dépendance affective et comment sortir de cette difficulté à être dans la solitude. Si ça t'a parlé, je te conseille aussi cette vidéo-là où je t'explique comment se donner à soi-même ce qu'on attend des autres, qui est vraiment hyper complémentaire et qui permet vraiment d'approfondir tout ce dont on vient de parler. Et n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de vidéos sur comment se rencontrer avec amour et devenir une vraie base de solidité pour soi-même. Je te dis à bientôt.